Comme promis, nous allons revenir un peu sur les phénomènes liés à la radioactivité des noyaux et aux réactions nucléaires. Commençons par un résumé de l'essentiel de ce qui a été déjà vu en place en radioactivité. Nous développerons les compétences à évaluer et nous insisterons sur les parties qui apparaissent le plus souvent dans un certain nombre d'exercices. D'abord, pouvoir définir la radioactivité. Pouvoir définir la radioactivité comme étant un phénomène naturel qui concerne un certain nombre de noyaux qualifiés d'instables, qu'on appelle des radionucléides. Ce sont des noyaux du fait de leur instabilité, et on va voir pourquoi ils sont instables, se transforment par une réaction ou par une suite de réactions en de noyaux relativement stables avec production et émission de particules de type alpha ou de type bêta plus ou bêta moins. Donc la radioactivité est un phénomène qui est spontané, c'est un phénomène spontané, autrement c'est un phénomène qui, lorsqu'il aura lieu, il a lieu sans l'intervention d'une force extérieure, et c'est un phénomène aléatoire. Quand il commence, on ne sait pas quand est-ce qu'il s'arrête, et on ne sait pas d'ailleurs quand est-ce qu'il commence. Et c'est un phénomène qui est aussi inéluctable, c'est un processus inéluctable, autrement, tôt ou tard, sa survenue doit arriver, il doit survenir tôt ou tard. Tout ceci étant, il concerne des noyaux qualifiés de noyaux instables. Ce sont des noyaux instables, appelés radionucléides. On les appelle des radionucléides. Radionucléides. Prenons un exemple. Voici un noyau instable par désintégration peut se transformer en un autre noyau qui a priori est stable. Mais à côté duquel noyau, fils, il y a émission de particules. Nous allons voir les types de particules qui sont émises lors d'une radioactivité. Nous allons distinguer trois types de radioactivité. Il y a la radioactivité alpha. La définition essentielle, c'est que la particule alpha, c'est un noyau d'hélium doublement chargé. On ne fait pas apparaître la charge, mais le symbole, il est là. C'est une radioactivité au cours de laquelle un noyau pair se transforme en un noyau fils à côté duquel noyau fils, nous avons l'émission d'une particule alpha, He4. Évidemment, il y a de l'énergie qui est produite et on va voir l'expression de cette énergie dégagée. Et l'élève que vous êtes, vous devez pouvoir répondre à la question, rappeler les lois utilisées. Il s'agit des lois de conservation. La première loi, c'est la conservation du nombre de nucléons, qui se traduit par la relation A égale à A' plus 4, ce qui vous permet d'avoir A'. La deuxième loi, c'est la conservation de la charge électrique totale, de la charge électrique totale. Il faut éviter de dire conservation du nombre de protons, qui se traduit par Z égale à Z' plus 2, ce qui vous permet évidemment d'avoir accès à Z'. Et sur la base des données dans lesquelles vous retrouvez quelques éléments du tableau de classification, vous pouvez définitivement identifier l'élément fils Y qui a été émis lors d'une désintégration du type alpha. Nous anticipons sur la production du rayonnement gamma, la survenue du rayonnement gamma, quand est-ce qu'il intervient, autrement son origine. Il se pourrait que le noyau fils produit, il le soit dans un état excité. Il est venu avec un surplus d'énergie, ce qui lui confère une instabilité. Il va se désexciter, le fils va se désexciter
se transformer en phase stable A'Z'. Et le surplus d'énergie, il est expulsé sous forme de rayonnement gamma. C'est comme ça qu'on arrive à expliquer l'origine du rayonnement gamma. C'est bon à savoir. À côté de la radioactivité alpha, il y a la radioactivité bêta. Nous distinguons deux types de radioactivité bêta. La bêta plus, qui est le positon, symbole E01. Il y a la bêta moins, qui est un électron. Le symbole, c'est E0-1. Dans tous les cas de figure, le noyau pair, XAZ, se transforme en noyau fils, A'Z', plus, on va résumer tout, plus E01, s'il s'agit d'une bêta plus le neutrino, pour assurer la conservation de l'énergie. S'il s'agit de la particule bêta moins, E0-1, il faut ajouter l'antineutrino, toujours pour assurer la conservation de l'énergie totale. Évidemment, il y a la conservation aussi de la quantité de mouvement. Toutes ces lois se résument, on les appelle les lois de Soddy. Très bien, pouvoir les citer et pouvoir les appliquer en vue de répondre aux questions qui seront posées. À ce niveau, on suppose que les réactions sont connues. On va donner un exemple. Réaction de désintégration. Exemple de réaction de désintégration. Quelque part, on peut nous dire que le radionucléide cobalt, prenons le cas du cobalt, CO6027. L'énoncé pour nous dire qu'il est radioactif bêta-, décrit l'équation traduisant cette désintégration. Donc, on aura écrit le cobalt 6027 qui mute en noyau fils AZ plus E0-1 plus l'antineutrino. Utilisant les lois de conservation de Soddy, on peut écrire que 60 égale à A plus 0, autrement que A égale à 60, et que 27 égale à Z moins 1, ce qui veut dire que Z égale à 28. Donc, ayant ces deux informations et se référant aux données, on peut connaître l'élément dont il est question ici. Il s'agit évidemment de l'élément nickel. C'est le seul élément chimique de numéro atomique Z égale à 28. C'est le nickel 28-60. Ici, un exemple de réaction de désintégration de type bêta. Très bien. Venons-en maintenant aux énergies de liaison. Chose quand même très importante, on appelle énergie de liaison d'un noyau. L'énergie de liaison d'un noyau, représentée par XAZ. Au passage, une petite parenthèse, l'élève que vous êtes doit pouvoir définir ce qu'on appelle isotope. Ce sont des noyaux d'un même élément chimique au même élément chimique ayant le même nombre de protons, ayant le même nombre de protons, Z, mais un nombre de nucléons différent, mais un nombre de A, si vous voulez, différent. Par conséquent, un nombre de neutrons différents. Par exemple, citer le carbone 12,6, le carbone 13,6, le carbone 14,6. Ce sont des noyaux, ce sont des isotopes parce qu'ils appartiennent tous au même élément chimique qu'est le carbone. Ils ont tous le même nombre de protons, mais un nombre de nucléons ou bien de neutrons différents. Très bien. Venons-en à l'énergie de liaison. Nous prenons un noyau
X à Z. Évidemment, dans les données, nous avons la masse du noyau qui est donnée, nous avons la masse du proton et nous avons la masse du neutron. L'énergie de liaison d'un noyau, c'est l'énergie minimale qu'il va falloir apporter à un noyau au repos pour le séparer de ses nucléons et les ramener au repos. Son expression, c'est égal à delta M fois C carré. Que représente delta M? Delta M, c'est ce qu'on appelle le défaut de masse. C'est le défaut de masse. Et le défaut de masse delta M n'est rien d'autre que la différence entre la masse des nucléons à la masse du noyau X. Or, les nucléons, ce sont les protons et les neutrons. Donc, delta M, c'est Z fois la masse d'un proton, plus A moins Z, autrement le nombre de neutrons, fois la masse d'un neutron, ça, moins la masse du noyau. Évidemment, pour obtenir l'énergie de liaison, il a fallu multiplier ce défaut de masse delta M par C carré. Voici l'expression. Maintenant, venons-en à une application. Et au passage, l'unité de masse atomique, 1U, la définition, c'est le 1/12e de la masse de un atome de carbone 12. Autrement, 1U, on appelle 1UMA, unité de masse atomique, c'est le 1/12e de la masse d'un atome de carbone 12. Et la masse d'un atome de carbone 12, c'est 12 sur Na. Évidemment. Et si on veut l'avoir en kilogrammes, il a fallu, parce que ça c'est 12 grammes, il a fallu le multiplier par 10 puissance moins 3. Ce qui nous fait que 1U, effectivement, égale à 1,66 10 puissance moins 27 kg. Résultat qui n'est pas à connaître, parce que ça fait partie des données. Mais d'après Einstein, il existe une équivalence entre la masse et l'énergie. Autrement, à chaque fois qu'il y a une variation de masse, il y a une variation d'énergie. C'est l'équivalence de masse-énergie. Mais donc, à cette unité de masse, on va associer une énergie. Et l'énergie associée à l'unité de masse n'est rien d'autre que égale à 931,5 mégaélectronvolts sur C carré, où C, évidemment, est la célérité, autrement la vitesse de la lumière, 3,0010 puissance 8 mètres par seconde. Rarement on a fait une application numérique utilisant C à ce niveau d'écriture. Donc, le plus souvent, on vous demandera l'énergie de liaison en MeV, ou bien l'énergie de liaison par nucléon, autrement EL par nucléon sur A. Travaillons sur un exemple. Supposons l'hélium. L'hélium, le noyau de l'hélium He4.2. Supposons qu'on veuille calculer l'énergie de liaison du noyau hélium H2. Appliquant la formule, l'énergie de liaison égale delta M fois C carré égale delta M. On a deux protons, autrement c'est 2 fois masse du proton, plus on a 2 neutrons aussi, 2 fois la masse d'un neutron, moins la masse du noyau d'hélium. Le tout évidemment fois C carré. Mais donc, nous aurons l'énergie de liaison égale 2 fois, bon, on a les données sur la masse
10 protons. Autrement, ça fait 2 fois 1,00728 en U, plus 2 fois la masse d'un neutron, 1,00867, moins la masse du noyau. Je suis en train de chercher la masse, oui, ça va le redonner, moins 4,00015. Le tout est en U. Évidemment, on va directement multiplier normalement par C carré. On multiplie ensuite par 931,5 mégaélectronvolts sur dc carré. Très bien que dc carré se simplifie. On a multiplié par 931,5. Donc, vous obtiendrez le résultat en mégaélectronvolts. On demande de convertir en joule. C'est au passage de savoir qu'un mégaélectronvolt est égal à 10 puissance 6 électronvolts. Ce n'est rien d'autre qu'égal à 1,60 10 puissance moins 13 joules. La conversion inverse aussi est possible. Bien. Il serait intéressant de pouvoir comparer la stabilité de deux noyaux. Je m'en vais prendre l'énergie de liaison, j'appelle EL1 de noyau X1, et l'énergie de liaison EL2 de noyau X2. Supposons qu'on veuille comparer la stabilité de ces deux noyaux X1 et X2. Pour ce faire, il faut comparer plutôt les énergies de liaison des noyaux par nucléon. Donc, supposons que l'énergie de liaison du premier noyau est supérieure à l'énergie de liaison par nucléon du deuxième noyau. On en déduit tout simplement que X1 est plus stable. X1 est plus stable que le noyau X2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tous les deux sont radioactifs, ils vont se désintégrer, mais X1 se désintègre moins vite. Même s'il va se désintégrer, mais il se désintègre moins vite. Et on insistera un peu sur les périodes qui peuvent nous renseigner aussi sur la rapidité de désintégration. Très bien. Voici en fait l'énergie, définir l'énergie de liaison d'un noyau. Et pour rappel, c'est l'énergie minimale qu'il faut apporter à un noyau au repos pour le séparer de ses nucléons et le ramener au repos. Inversement, quelqu'un d'autre aurait pu dire que l'énergie de liaison d'un noyau, c'est l'énergie libérée par le noyau lors de sa formation à partir de ses nucléons. Ça aussi, c'est une définition qui est acceptée. Très bien. Venons-en maintenant un peu à la loi de décroissance radioactive. Parce que le phénomène de radioactivité, quoique aléatoire, est régi par une loi mathématique qu'on appelle la loi de décroissance radioactive. Loi de décroissance radioactive. La loi de décroissance radioactive. Très bien. Nous partons d'un échantillon de masse M0 contenant initialement, autrement contenant à t égale 0 par exemple, un certain nombre de noyaux, on l'appelle N0 radioactif. Donc, qu'est-ce que nous venons de faire? On vient de faire une correspondance entre la masse M0 et le nombre de noyaux radioactifs présents dans cet échantillon de masse M0. Il est important de savoir que le nombre de noyaux, c'est le nombre de moles fois le nombre d'Avogadro. Autrement, le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire, c'est tout fois le nombre d'Avogadro. On peut écrire, pour continuer,
le nombre de noyaux, c'est la masse sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro. C'est aussi égal à la masse sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro. C'est des écritures équivalentes. Mais il faut comprendre que ceci représente tout simplement la masse du noyau. Autrement, dans un exercice, on peut ne pas vous donner ça et ça. C'est ce qui justifie que N0, on le calcule directement. C'est comme étant égal à la masse de l'échantillon N0 sur la masse du noyau. Alors, supposez que le nombre de noyaux est connu déjà de l'avance. Mais on montre que l'échantillon étant radioactif, N0 étant le nombre de noyaux initialement présents dans l'échantillon, à partir d'un certain temps, il nous restera un certain nombre de noyaux parce que ça décroît, N de T. Mais on montre que la variation du nombre de noyaux par rapport au temps est proportionnelle au nombre de noyaux présents à l'instant T. Et le coefficient de proportionnalité est appelé lambda. Mais vous avez dû vous rendre compte que ce nombre, il est négatif, ce qui justifie l'apparition d'un signe moins ici. Donc nous, en résumé, nous retenons que la variation du nombre de noyaux par rapport au temps, c'est égal à moins lambda n de t. On va faire ce qu'on appelle la séparation des variables, à savoir d de n sur n égale à moins lambda fois d de t. Lambda est une constante de proportionnalité. Prenant la primitive des deux membres, on aura l'intégrale de ça égale à l'intégrale de ça. Autrement, la primitive de d de n sur n, c'est ln de n, qui est égale à moins lambda. Primitive de d de t, c'est fois t, mais plus une constante. Nous cherchons l'expression de cette constante en nous situant à l'instant de date t égale 0. À l'instant t égale 0, n égale n0. Autrement, nous aurons ln de n0 égale à 0 plus c. Ce qui veut dire que la constante, effectivement, égale à ln de n0. On va la remplacer ici, ce qui nous permet d'écrire que ln de n égale à moins lambda t plus ln de n0. Nous continuons toujours en écrivant que ln de n égale à moins lambda t plus ln de n0. Autrement, ln de n moins ln de n0 égale à moins lambda t. Or ça, ce n'est rien d'autre que ln de n sur n0 égale à moins lambda t. Prenant l'exponentielle des deux membres, on aura n sur n0 égale à exponentielle de moins lambda t, ce qui conduit à la relation qu'on vous demandera d'établir, la loi de décroissance radioactive n de t égale à n0 exponentielle de moins lambda t. Qui peut le moins, peut le plus. Très bien, on va exploiter cette relation de décroissance radioactive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a la possibilité de suivre l'évolution en fonction du temps du nombre de noyaux, ceci représentant le nombre de noyaux initial, ceci représentant le nombre de noyaux initial, N0, il décroît, voici. Évidemment, ceci représentant N0 sur 2, nous obtenons N0 sur 2 au bout d'une durée qu'on appelle la demi-vie, qui n'est rien d'autre que la période T. Mais donc la demi-vie ou période, la demi-vie ou période, période radioactive, notez T ou T indéfini. C'est le temps au bout duquel le nombre de noyaux initial a été divisé par 2. On va exploiter la relation vue tout à l'heure, à savoir que n de t, nous avons écrit que n de t, je vais changer de voilà, n de t, on écrit que n de t égale à n0 exponentielle de moins lambda fois t. Au bout d'un temps t égale à grand T, comme on avait n0, il va nous rester n0 sur 2.
Et c'est ça qui est égal à N0 exponentielle de moins lambda fois grand T. On peut simplifier par N0. Nous aurons 1 demi égale à exponentielle de moins lambda T. Autrement, en prenant le ln des deux membres, nous avons moins ln de 2 égale à moins lambda fois T. Autrement, que T, la période demi-vie radioactive, égale à ln de 2 sur lambda. Et à travers cette expression, on voit très bien que lambda et T sont exprimés en unité inverse. Autrement, si T est en seconde, lambda sera en seconde moins 1. Si T est en jour, lambda sera en jour moins 1. Si T est en année, lambda sera en année moins 1. C'est important. Et donc, la relation de décroissance radioactive peut se réécrire N de T égale à N0 exponentielle de moins ln de 2 sur T de tout fois T. Ce qui fait que, regardons bien, N de grand T égale N0 exponentielle de moins ln de 2 sur grand T fois grand T. On simplifie par T. Ça, c'est égal à N0 exponentielle de moins ln de 2, qui n'est rien d'autre qu'égal à N0 sur 2 puissance 1, si vous voulez, qui est égal à N0 sur 2. C'est normal, parce que, déjà, 1 ici. Supposons qu'on veuille connaître le nombre de noyaux qui restent à l'instant 2T. On reprend, on aura ça, nous fait N0 exponentielle, on est là, hein, moins ln de 2 sur T fois 2T. On simplifie par T, ce qui nous fait, ça fait N0 exponentielle de moins ln de 2, si vous voulez, au carré. Et ça, ce n'est rien d'autre qu'égal à N0 sur 2 puissance 2. Et évidemment, ce 2 que vous voyez, on le retrouve là. Et on va généraliser le résultat. Le nombre de noyaux qui va nous rester à l'instant T égale à K fois T, ce n'est rien d'autre qu'égal à N0 sur 2 puissance K. Bon. De la même façon, la masse qui va nous rester à l'instant T égale à K fois T, ce n'est rien d'autre qu'égal à la masse initiale sur 2 puissance K, ainsi de suite. Ainsi de suite. Ça peut se voir graphiquement. Très bien. Et là, nous avançons un peu pour voir un peu la grandeur appelée activité d'un échantillon. L'activité A de T d'un échantillon. L'activité A de T d'un échantillon. La définition, elle est exigible, c'est une compétence. L'activité A de T, c'est le nombre de désintégrations par unité de temps. On peut dire c'est le nombre de désintégrations par seconde. Si tel est le cas, si l'activité est le nombre de désintégrations par seconde, elle peut s'exprimer aussi en becquerel. Mais l'activité A de T est proportionnelle au nombre de noyaux présents à l'instant T et le coefficient de proportionnalité, c'est lambda. Cette relation doit être connue. Autrement, nous écrivons que A de T, au final, égale lambda, nous remplaçons n par n0 exponentielle de moins lambda T. Mais donc, on va poser que ça, c'est égal à l'activité initiale. Autrement, A de T égale à A0 exponentielle de moins lambda T. Évidemment, avec A0, effectivement, qui est égal à lambda fois N0, activité initiale. Au passage, l'activité peut s'exprimer en désintégration par seconde, et la désintégration par seconde, c'est l'équivalent du becquerel. Sinon, l'activité peut être en désintégration par heure, par minute, par an, par jour, etc. Très bien. Au même titre que le nombre de noyaux, ils ont la même allure. Au cours du temps, l'activité diminue de façon exponentielle. Ceci étant l'activité initiale, on peut retrouver graphiquement la période, ça c'est
la demi-vie, ça c'est l'activité divisée par 2. Si encore nous divisons par 2, nous avons A0 sur 4, comme on l'a vu tout à l'heure, nous avons 2T, ainsi de suite, ainsi de suite. Si nous divisons par 4, 2, nous avons A0 sur 8, ensuite on a 3T, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous divisez par 2, vous avez A0 sur 16, ça vous fera 4T, ainsi de suite. Donc, l'activité, on revient ici, voici la relation qui lie l'activité au nombre de noyaux présents en instant T donné. Donc, nous avions vu que l'activité initiale A0, c'est lambda fois N0. Mais n'oublions pas que N0, c'est le nombre de noyaux présents. Il vaut initialement, ça vaut M0 sur masse molaire fois Na. Ce qui nous permet d'écrire que l'activité initiale A0 égale tout simplement lambda que multiplie M0 sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro. Nice relation qui peut être appliquée. Je laisse faire des applications par rapport aux exercices. Il faut bien comprendre une chose. L'activité aussi est régie par une loi de décroissance radioactive. Mais nous faisons une petite remarque sur quand même un réglage mathématique. Nous avons n de t égale à n0 exponentielle de moins lambda t. Essayons de faire n sur n0. N sur n0, ça nous fait exponentielle de moins lambda t. Autrement, ln de n sur n0 égale à moins lambda t. Si on voulait tracer, c'est comme si on a une fonction y en fonction du temps. Y égale à k fois t, k étant le coefficient directeur qui est négatif ici. Donc, si on veut tracer l'évolution de ln de n sur n0 en fonction du temps, c'est normal que nous obtenions une droite décroissante qui passe par l'origine et dont le coefficient directeur n'est rien d'autre que moins lambda. Parce que ln de n sur n0 égale à moins lambda fois t. Et une fois que vous avez le coefficient directeur, vous prenez son opposé, vous avez lambda. Et une fois que vous avez lambda, c'est que vous permet d'avoir accès à t. C'est toujours ainsi. De la même façon, on peut refaire ln de... non, c'est pas ça qui m'intéresse. Supposons qu'on parte de n de t égale à n0 exponentielle de moins lambda t. Prenons le ln des deux membres, on aura ln de n égale à ln de n0 exponentielle de moins lambda t. Autrement, ln de n, c'est égal à ln de n0 plus ln de exponentielle de moins lambda t. Autrement, ln de n égale à, ça c'est mal écrit, mais ça c'est moins lambda t. C'est mal écrit. Moins lambda t. Ça fait moins lambda t plus ln de n0. De la forme y égale à at plus b. Avec a, c'est le coefficient directeur, moins lambda qui est négatif, et b, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, si on voulait tracer cette fois-ci, en fonction du temps, on voulait tracer ln de n, on aurait obtenu une droite décroissante dont l'ordonnée à l'origine n'est rien d'autre que ln de n0 et dont le coefficient directeur, évidemment, n'est rien d'autre qu'égal à moins lambda. Avec les mêmes considérations, ce qui vous permet d'avoir accès à lambda, et une fois que vous avez lambda, vous pouvez avoir la demi-vie, la période, pour répondre aux autres questions. Maintenant, pour ce qui est des réactions nucléaires, les réactions nucléaires, c'est des réactions qui ont lieu à l'intérieur du noyau. Et parmi les réactions nucléaires, nous distinguons la réaction de fission et la réaction de fusion. La réaction de fission, c'est une réaction nucléaire au cours de laquelle
un noyau lourd sous l'impact d'un neutron se fissure en deux noyaux légers, X1 et X2, à côté de quel noyau il y a apparition d'un nombre de neutrons. Donc, si vous remarquez bien, dans une réaction de fission, au départ, il y a un neutron et à l'arrivée, il y a au moins deux neutrons. Donc, c'est une réaction nucléaire au cours de laquelle un noyau lourd qui est là, sous l'impact d'un neutron, se fissure en deux noyaux légers, X1, X2, plus K neutrons. K peut être déterminé par les lois de Soddy que nous allons, comme application que nous allons voir tout à l'heure. La réaction de fusion, c'est une réaction nucléaire au cours de laquelle deux noyaux légers, X1 et X2, fusionnent pour donner un noyau relativement lourd, grand X. Évidemment, avec une production d'une énergie. De l'énergie est libérée. Hein? Quelle est l'expression de l'énergie libérée? Dans tous les cas de figure, l'énergie libérée lors d'une réaction nucléaire, c'est égal, d'après l'équivalence d'Einstein, delta M fois C carré. Mais que représente delta M? Delta M, cette fois-ci, est appelé perte de masse. Certains ouvrages l'appellent défaut de masse. Mais nous avions dit que le défaut de masse renvoie au calcul de l'énergie de liaison de noyaux. Et la perte de masse? La perte de masse delta M, c'est égal à la masse des réactifs moins la masse des produits. L'autre méthode pour calculer de l'énergie libérée, on peut calculer l'énergie libérée à partir des énergies de liaison. C'est l'énergie de liaison des produits moins énergie de liaison des réactifs. Ce serait intéressant de partir d'un exemple assez particulier. Voici résumé l'essentiel en fait de ce qu'il y a de fait. Puis juste après, il y aura un exercice intéressant, un exercice d'application. Et il va falloir aussi vous exercer. Voilà, je vous remercie de votre attention.